Il y a des secrets qui remontent d'outre-tombe pour hanter les vivants. Je m'appelle Margot et j'ai 66 ans. Ce que je vais vous raconter a bouleversé ma vie à jamais, déchirant le voile entre ce que je croyais être la réalité et un cauchemar que je n'aurais jamais pu imaginer. L'enterrement de mon mari Ernest a été le jour le plus silencieux de toute mon existence. Un silence qui portait en lui tous les non-dits d'une vie entière. Là, près de sa tombe fraîchement creusée, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a glacé le sang jusqu'aux os. Mes doigts tremblaient en lisant ces mots qui allaient faire exploser ma réalité. Je suis vivante. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mes mains sont devenues de glace. J'ai répondu, les doigts tremblants comme des feuilles mortes. Qui êtes-vous? La réponse m'a coupé le souffle et a fait vaciller toutes mes certitudes sur ce monde. Je ne peux pas le dire. Il nous surveille. Ne faites pas confiance à nos fils. Ce moment a déchiré mon âme en deux comme un tissu pourri. Mon monde s'est écroulé quand j'ai levé les yeux vers Charles et Henri, mes propres fils, debout près du cercueil avec des expressions étrangement calmes. Quelque chose n'allait pas dans ce tableau funèbre. Leurs larmes semblaient forcées, artificielles, leurs étreintes glaciales comme la mort elle-même. Comment avais-je pu être si aveugle? Pendant 42 ans, Ernest avait été mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre dans ce monde impitoyable. Je l'ai rencontré quand j'avais 24 ans, dans la petite ville endormie de Spring Creek. Nous avions grandi sur les mêmes chemins poussiéreux, partageant des rêves modestes mais authentiques, à une époque où les cœurs n'étaient pas encore corrompus par l'avidité. Je faisais le ménage pour soutenir ma mère malade, sacrifiant ma jeunesse sur l'autel du devoir familial, tandis qu'Ernest réparait des bicyclettes dans un petit atelier qu'il avait hérité de son père. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous possédions quelque chose que l'argent ne peut acheter et que bien peu connaissent aujourd'hui. Le véritable amour, celui qui résiste au temps et aux épreuves. Je me souviens de la première fois qu'il m'a parlé, ce moment qui a changé le cours de ma destinée. C'était un mardi matin banal qui allait devenir extraordinaire. Je me rendais au marché, vêtu d'une robe verte fanée et de chaussures usées, portant ma pauvreté avec cette dignité que seuls les humbles possèdent. Il est sorti de son atelier, les mains couvertes de graisse, et m'a souri avec une timidité qui m'a fait tomber amoureuse instantanément. « Bonjour Margot », dit-il d'une voix douce qui portait en elle toute la tendresse du monde. « Tu veux que je regarde ton vélo ?» Je n'avais pas de vélo, mais j'ai inventé une excuse pathétique juste pour lui parler, pour prolonger ce moment magique qui s'ouvrait devant moi comme une promesse d'éternité. Cette conversation innocente est devenue des rendez-vous secrets sous le vieux chêne de la place du village, puis des promesses d'amour éternel murmurées dans l'obscurité, et enfin un mariage simple, dépouillé de tout artifice mais rempli d'un espoir qui semblait indestructible. Les premières années ont été difficiles, marquées par cette pauvreté noble qui forge les âmes. Nous vivions dans une maison de 2 chambres avec un toit en tôle ondulée. Quand il pleuvait, nous posions des casseroles partout pour récupérer l'eau qui s'infiltrait, transformant notre misère en symphonie métallique, mais nous étions heureux d'un bonheur pur que l'argent ne peut corrompre. Ernest travaillait du lever au coucher du soleil dans son atelier poussière et je cousais des vêtements pour les femmes du village, mes doigts saignant parfois sur le tissu. Quand Charles est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. C'était un bébé magnifique, avec les grands yeux innocents de son père et mon sourire, portant en lui tous nos espoirs d'avenir. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi parfait, complétant notre famille comme la dernière pièce d'un puzzle divin. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs, versant mon sang et mes larmes dans leur éducation. Ernest était un père merveilleux, le genre d'homme qui devient de plus en plus rare. Il les emmenait pêcher à la rivière le dimanche, leur apprenait à réparer des choses de ses mains expertes et leur racontait des histoires avant de dormir, semant dans leurs jeunes esprits les graines de la sagesse. Je les nourrissais, les habillais et les consolais quand ils pleuraient. Nous étions une famille soudée, du moins je le croyais dans ma naïveté de mère aimante. Mais en grandissant, les choses ont commencé à changer avec cette cruauté sournoise que seul le temps possède. Charles, l'aîné, a toujours été ambitieux, mais d'une ambition qui sentait déjà le soufre. Dès son plus jeune âge, il me demandait avec une insistance troublante pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles, pourquoi nous acceptions cette médiocrité. Henri suivait son exemple dans tout, comme un disciple aveugle, répétant les questions venimeuses de son frère. Quand Charles a eu 18 ans, Ernest lui a proposé un emploi dans l'atelier avec la générosité d'un père qui veut transmettre son héritage, mais il a refusé avec un mépris glacial qui m'a coupé le souffle. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi »,
Papa. Je vais devenir quelqu'un d'important, avait-il craché avec cette arrogance que seule la jeunesse ignorante peut afficher. Ces mots ont profondément blessé Ernest, même s'il ne me l'a jamais dit, gardant sa douleur enfouie comme un homme digne sait le faire. Je le voyais assis sur le porche la nuit, regardant les étoiles avec un air de tristesse infinie, portant le poids de cette trahison filiale. Son fils rejetait non seulement son travail, mais tout son mode de vie, tout ce pourquoi il avait vécu et lutté. Les années ont passé avec cette lenteur cruelle des déceptions familiales et, à ma grande surprise mêlée d'amertume, Charles a réussi à se faire un nom dans le monde des affaires. Il a trouvé un poste dans une agence immobilière en ville, gravissant les échelons avec cette détermination impitoyable qui caractérise ceux qui ont vendu leur âme. Henri l'a suivi peu après, comme toujours. Tous deux ont commencé à gagner de l'argent, bien plus qu'Ernest et moi n'avions jamais vu, transformant leur succès en armes contre nous. Au début, j'étais tellement fière, aveuglée par cet amour maternel qui pardonne tout. Mes fils avaient accompli ce que nous n'avions jamais pu, échappant à la pauvreté et construisant une vie meilleure. Mais peu à peu, cette joie s'est transformée en une tristesse profonde qui rongeait mon âme. Les visites sont devenues moins fréquentes, les appels téléphoniques plus courts et plus froids. Quand ils venaient, c'était dans des voitures de luxe qui souillaient notre allée modeste, habillés de costumes élégants, parlant d'investissement et de propriété avec cette arrogance des nouveaux riches. Ils nous regardaient avec un mélange étrange de pitié et de mépris, comme si nous étions des reliques d'un passé honteux. « Maman », me dit Charles lors d'une de leurs visites sporadiques, avec cette condescendance qui me brisait le cœur, « toi et papa devriez déménager quelque part de mieux. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison sur l'état de la maison, mais il ne comprenait rien à sa valeur. Cette maison contenait tous nos souvenirs les plus précieux. C'est là que nous avions élevé nos fils, partagé des milliers de repas, vieilli ensemble dans l'amour et la fidélité. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre maison, notre sanctuaire. Ernest, toujours sage avec cette sagesse que seuls possèdent ceux qui ont vécu authentiquement, me disait avec une tristesse résignée. « Margot, l'argent a changé nos garçons. Nous ne leur suffisons plus. Ils ont honte de nous. » Je refusais de le croire, m'accrochant à mes illusions maternelles comme à une bouée de sauvetage. Je continuais à justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses non tenues. Ils sont occupés à construire leur vie, me répétais-je comme un mantra dérisoire. Je me disais qu'un jour, ils redeviendraient les garçons aimants que nous avions élevés avec tant de tendresse. Mais au fond de moi, dans cette partie sombre où se cachent les vérités qu'on refuse d'accepter, je savais qu'Ernest avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant de perdre mon mari. Et maintenant, ce message mystérieux venait confirmer mes pires cauchemars. Je ne savais tout simplement pas à quel point nous étions devenus des étrangers pour eux. Le changement le plus radical est survenu lorsque Charles a épousé Jasmine Albright, une femme de la ville qui n'a jamais caché son mépris pour notre vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, elle est arrivée en talons hauts qui s'enfonçaient dans la terre de notre porche et dans une élégante robe rouge qui semblait plus coûteuse que tout ce que j'avais possédé. « Enchantée », dit-elle avec un sourire forcé, à peine la pointe des doigts tendus pour me saluer. Ses yeux parcouraient notre humble maison avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui me faisait me sentir toute petite. Pendant le dîner, Jasmine a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle déplaçait le pain de viande sur son assiette et coupait de minuscules morceaux de poulet, mais ne mangeait presque rien. Charles semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses dont il n'avait jamais eu honte auparavant. « La prochaine fois, nous les emmènerons au restaurant », murmura-t-il à Jasmine, pensant que je n'entendais pas. Mais j'avais entendu. Chaque mot me transperçait le cœur comme un couteau. Henri, quant à lui, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites étaient limitées aux occasions spéciales et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il était constamment sur son téléphone, concluant des affaires même pendant nos conversations. « Maman, je dois y aller », disait-il toujours avant l'heure, « j'ai une réunion importante demain matin. » Les dimanches en famille sont devenus un souvenir lointain. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures puis partaient, soulagés. Ernest et moi vieillissions seuls, nous réconfortant l'un l'autre. Il continuait de travailler dans son atelier, même si ses mains n'avaient plus la même force. Je continuais à coudre, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes. Nous faisions avec notre petit revenu, fiers de ne rien demander à nos fils riches. « Tu sais ce qui est le plus triste, Margot ?» me dit un soir Ernest,
en buvant un café sur le porche. Ce n'est pas qu'ils ont de l'argent, c'est que l'argent leur a fait croire que nous n'avions plus d'importance. Il avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement. Ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés. Nous étions un rappel gênant d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré lorsque Charles a acheté une maison à 200 000 $ dans un quartier exclusif de la ville. Henri a fait de même peu après, investissant dans un appartement de luxe à 150 000 $. Soudain, nos fils étaient propriétaires de fortunes que nous ne pouvions même pas imaginer. Tu devriez vendre cette maison et aller dans une résidence pour seniors, suggéra Jasmine lors d'une de ses rares visites. Il y a des endroits très agréables pour les gens de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. Le mot résidence m'a frappé comme une gifle. Une résidence pour seniors. Après 40 ans à construire notre maison, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer dans une maison de retraite. Nous n'avons pas besoin d'une maison, répondit Ernest avec la dignité qui le caractérisait toujours. Nous sommes bien ici, dans notre maison. Mais j'ai vu l'expression sur le visage de Charles et Henri. Ils approuvaient l'idée de Jasmine. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Un jour, Charles est arrivé avec des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman », dit-il avec ce sourire faux qu'il avait perfectionné, « j'ai réfléchi à votre avenir. Cette maison vaut au maximum 1000 $. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous puissiez déménager dans un meilleur endroit, un endroit plus agréable. Pour nous, il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Charles ne comprenait pas cela. Pour lui, tout se résumait aux chiffres, à la valeur monétaire. De plus, continua-t-il, je pense que papa devrait prendre sa retraite de l'atelier. Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Ernest le regarda avec une tristesse infinie. Fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser, insista Henri, soutenant son frère comme toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Leurs mots semblaient attentionnés, mais je sentais autre chose derrière eux, une impatience, une urgence que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Les mois suivants furent tendus. Mes fils augmentèrent la pression pour que nous vendions la maison. Ils amenèrent des agents immobiliers sans nous prévenir. Ils firent estimer la maison sans notre permission. Ils commencèrent même à parler de ce qui serait le mieux pour tout le monde. Écoutez, dit Charles lors d'un dîner particulièrement inconfortable, Jasmine et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait servir d'avance sur héritage. Une avance sur héritage ? Il demandait notre héritage alors que nous étions encore en vie. L'audace de la demande me laissa sans voix. Ernest resta calme, mais je vis sa mâchoire se tendre. Fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous vivons, nos décisions nous appartiennent. Ne sois pas têtu, coupa Henri avec une dureté que je ne lui avais jamais vue. Tu es vieux maintenant. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Ernest et moi restâmes éveillés à parler jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons évoqué la possibilité que nos fils n'étaient pas les personnes que nous avions cru élever. Il se passe quelque chose, Margot, me dit mon mari avec un regard inquiet que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Ce n'est pas juste de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots étaient justes. Je n'aurais jamais imaginé que mes propres fils préparaient quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Je ne savais pas que la tragédie à venir ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Charles remonte à 3 semaines avant la mort d'Ernest. Il est venu seul, sans Jasmine, et avait l'air plus sérieux que d'habitude. « Maman », dit-il en s'asseyant à la table de la cuisine où il avait pris tant de petits déjeuners enfants, « je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi nous occuperons toujours de toi. » Ces mots m'avaient rassuré à l'époque, mais aujourd'hui, en me rappelant de ces paroles aux côtés de la tombe d'Ernest, un frisson me parcourt l'échine. Pourquoi a-t-il dit quoi qu'il arrive? Que savait-il que je ne savais pas? L'accident qui a tout changé est arrivé un mardi matin. Ernest était parti tôt pour l'atelier,
comme il l'avait fait chaque jour depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son déjeuner préféré, du pain de viande accompagné de purée de pommes de terre, lorsque le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. Madame est? Une voix inconnue m'a demandé. Je vous appelle du centre hospitalier Mémorial. Votre mari a été victime d'un grave accident. Vous devez venir immédiatement. Les mots se sont mélangés dans mon esprit comme de l'encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté. Mes jambes se sont transformées en gelée, et j'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Est-il vivant? Est-il à l'unité de soins intensifs? Madame, veuillez venir dès que possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar brumeux. Ma voisine, Doris, a dû me conduire, car je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Pendant tout le trajet, mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Ernest était si prudent, si méticuleux dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver? Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, Charles et Henri étaient déjà là. Cela m'a surprise, car personne ne les avait encore informés. Du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. Maman, dit Charles en me serrant dans ses bras avec une force qui semblait sincère, papa est en mauvais état. Les médecins disent qu'une des machines de l'atelier a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. Les yeux de Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression me semblait étrange. Il semblait plus nerveux que triste, comme quelqu'un attendant une nouvelle importante plutôt que quelqu'un souffrant pour son père. Pouvons-nous le voir? Demandai-je, désespéré. Seulement la famille proche, une personne à la fois, et pour 5 minutes maximum, expliqua l'infirmière. Quand je suis entré dans cette chambre de soins intensifs, mon cœur s'est effondré. Ernest était relié à une douzaine de machines, avec des bandages couvrant la majeure partie de son visage et de ses bras. Je le reconnaissais à peine. Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par des machines qui bipaient constamment. Je me suis approché de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. Ernest, mon amour, je suis là. Tout va bien se passer. Tu vas te rétablir, comme tu l'as toujours fait. Pendant un instant, j'ai senti une légère pression dans ma main. Ses yeux bougeaient sous ses paupières closes. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir vers moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Charles et Henri se relayaient pour m'accompagner, mais ils semblaient toujours plus intéressés par parler aux médecins que par réconforter leur père. J'ai surpris des bribes de conversation que je n'ai pas totalement comprises à l'époque. Henri posait des questions sur l'assurance maladie, sur le coût des soins. Charles, lui, était au téléphone, parlant de police d'assurance vie et de bénéficiaires. Maman, dit Charles le 2e jour, nous avons examiné l'assurance de papa. Il a une police d'assurance vie de 50 000 $. Il y a aussi une assurance accident du travail qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 $ supplémentaires. Pourquoi me parlait-il d'argent alors qu'Ernest se battait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il de l'assurance plutôt que de la récupération de son père? Je me moque de l'argent, répondis-je sévèrement. Je veux juste que ton père aille mieux. Bien sûr, maman, dit-il, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui ne me plaisait pas. Une froideur, une calculatrice qui travaillait pendant que son père agonisait. Le 3e jour, les médecins nous ont donné la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Patterson, un homme âgé au regard compatissant, nous a réunis dans un petit bureau. Madame est, commença-t-il doucement, l'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que ce que nous avions initialement estimé. Il faut être réaliste quant à ses chances. Qu'est-ce que cela signifie? Demandai-je, bien que mon cœur connaisse déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. Nous pourrions le maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, eh bien, il est très improbable qu'il retrouve un jour conscience. Mon monde s'est effondré autour de moi. 42 ans de mariage, une vie entière construite ensemble. Et maintenant, on me disait que tout disparaissait comme de la fumée. Nous voulons tout essayer, dis-je entre sanglots. Peu importe le coût, peu importe le temps que cela prendra. Mais Charles échangea un regard avec Henri qui me mit profondément mal à l'aise. Maman, dit Charles d'une voix qui tentait de paraître compréhensive, nous devons être pratiques. Papa ne voudrait pas vivre ainsi.
Il disait toujours qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour quiconque. Un fardeau. J'ai explosé d'une rage que je ne me connaissais pas. C'est ton père. Il n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui vous a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour vous offrir le meilleur. Nous savons, maman, ajouta Henri. Mais nous devons aussi penser à toi. Les factures médicales vont être énormes. Elles pourraient anéantir toutes vos économies. Encore une fois, l'argent, toujours l'argent. Mon mari était en train de mourir et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre de l'hôpital, j'ai pris la main d'Ernest et lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est alors que quelque chose s'est produit et qui me donne encore des frissons. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres bougeaient comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. J'ai appelé les infirmières, désespérée. Il réagit. Il essaie de parler. Mais lorsqu'elles sont arrivées, Ernest était revenu à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires, madame. Cela ne signifie pas qu'il est conscient. Mais je savais ce que j'avais ressenti. Ernest avait essayé de communiquer avec moi. Il avait lutté pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi matin, les alarmes des machines se sont déclenchées. Les lumières ont clignoté. Les infirmières se sont précipitées dans la chambre d'Ernest. J'étais en train de somnoler dans le couloir lorsque le bruit m'a réveillé. Non, 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 ai-je crié, en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour le réanimer, mais c'était inutile. À 4h37 du matin, Ernest a été officiellement déclaré décédé. La douleur que j'ai ressentie à ce moment était physique, comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je me suis effondrée à côté de son lit, serrant son corps encore chaud, refusant d'accepter qu'il soit parti pour toujours. Charles et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés, comme s'ils avaient attendu l'appel. Ils avaient apporté des papiers, des documents et des numéros de téléphone de pompe funèbre. Nous avons déjà contacté la pompe funèbre de Spring Creek, dit Charles alors que je pleurais encore inconsolable. Ils peuvent récupérer le corps ce matin. Nous avons également contacté l'assurance, ajouta Henri. La procédure de réclamation est déjà en cours. Comment pouvaient-ils être aussi efficaces, organisés, aussi froids seulement 1 heure après avoir perdu leur père? Quelque chose n'allait pas. Mais mon chagrin était si intense que je ne pouvais pas réfléchir clairement. Les funérailles ont été programmées pour le lundi suivant. Charles s'était occupé de tous les arrangements sans vraiment me consulter. Il avait choisi le cercueil le plus simple, la cérémonie la plus courte, comme s'il voulait en finir au plus vite. C'est ce que papa aurait voulu, dit-il lorsque je me suis plainte de ne pas avoir été incluse dans les décisions. Quelque chose de simple, sans chichi. Mais Ernest méritait mieux que cette précipitation indécente pour l'enterrer et l'oublier. Le jour des funérailles arriva, nuageux et froid, comme si le ciel lui-même pleurait Ernest. Je portais ma seule robe noire, la même que j'avais mise pour les funérailles de ma mère il y a des années. Mes mains tremblaient tellement que Doris dut m'aider à fermer les petits boutons dans le dos. « Sois forte, Margot », murmura ma chère amie en me coiffant avec soin. Ernest voudrait te voir forte. Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne peuvent pas être enterrés si facilement. Chaque objet de la maison me rappelait sa présence. Sa tasse de café sur la table, ses outils sur le porche, son oreiller qui conservait encore son odeur. Lorsque nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surprise par le peu de personnes présentes. Je m'attendais à voir plus de collègues de l'atelier, plus de voisins, plus de connaissances, mais il n'y avait que Charles, Henri, Jasmine, Doris, moi et le pasteur. Pour un homme qui avait vécu 70 ans dans la même ville et qui avait aidé tant de personnes, les funérailles semblaient étrangement vides. Où sont les gars de l'atelier? Demandai-je à Charles. Nous n'avons pas voulu déranger personne, répondit-il rapidement. Papa était quelqu'un de discret. Il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Ernest aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Charles avait-il décidé de rendre tout cela si secret, si précipité? Pendant la cérémonie, j'ai observé mes fils avec un détachement émotionnel étrange.
Charles avait une expression solennelle appropriée pour l'occasion, mais ses yeux se tournaient constamment vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Jasmine consultait discrètement son téléphone derrière son voile noir. C'était ainsi qu'ils disaient au revoir à leur père, avec impatience et distraction. Le pasteur parlait de vie éternelle, de repos bien mérité, de réunion avec Dieu. Ces mots semblaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Ernest repose en paix. Je voulais qu'il rentre à la maison avec moi, que nous continuions à vieillir ensemble, à boire notre café sur le porche tous les soirs. Lorsque le moment arriva de jeter la terre sur le cercueil, mes jambes refusèrent de me soutenir. Doris dut me soutenir alors que je sanglotais sans retenue. Le bruit de la terre tombant sur le bois était final, concluant, désespérant. C'est à ce moment précis, debout près de la tombe de mon mari, que mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon cœur s'arrêta. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si j'hallucinais. Je perdais la raison à cause du chagrin. Avec des mains tremblantes, je répondis. Qui êtes-vous? La réponse arriva immédiatement. Je ne peux pas dire. Ils observent. Ne faites pas confiance à nos fils. Le téléphone tomba de mes mains comme s'il brûlait. Doris se pencha pour le ramasser, mais je l'arrêtai brusquement. Je ne pouvais laisser personne d'autre voir ces messages. Pas avant que je comprenne ce qui se passait. Ça va, maman? Demanda Charles en s'approchant avec une expression inquiète. Je le regardai, essayant de lire quelque chose sur son visage. Ses yeux semblaient sincères, mais maintenant chaque geste, chaque mot, chaque expression me paraissait suspect. Je vais bien, mentis-je, en mettant le téléphone dans mon sac. J'ai juste besoin de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas sortir ces messages de ma tête. Était-il possible que quelqu'un joue une mauvaise blague au pire moment de ma vie? Ou existait-il vraiment une possibilité qu'Ernest soit vivant? Mais s'il était vivant, qui avions-nous enterré? Et s'il n'était pas vivant, qui savait assez de détails sur nos vies pour écrire quelque chose d'aussi précis sur nos fils? Cette nuit-là, seule dans ma maison, qui ressemblait maintenant à un tombeau, je passais en revue chaque détail des derniers jours. L'accident d'Ernest avait été étrange depuis le début. Selon Charles, une machine avait explosé à l'atelier. Mais Ernest connaissait chaque vis, chaque fil dans cet endroit. Il était méticuleux sur l'entretien, obsédé par la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés si vite à l'hôpital si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment avait-il su pour l'accident avant moi? Et puis il y avait l'argent. Dès le premier jour, Charles et Henri parlaient des polices d'assurance et des bénéficiaires comme s'ils attendaient ce moment, s'y préparant. Je décidai de vérifier les papiers d'Ernest. Dans son vieux bureau en bois, il gardait tous ses documents importants dans une boîte métallique. Police d'assurance, titre de propriété, documents de l'atelier, tout y était. Je trouvai la police d'assurance vie de 50 000 $ dont Charles avait parlé. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour seulement 6 mois plus tôt, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 $. Pourquoi Ernest avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'avait jamais parlé de ce changement, surtout, qui lui avait suggéré de le faire. Je continuai mes recherches et trouvai quelque chose d'encore plus inquiétant. Une police d'assurance accident du travail que je ne connaissais pas, souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 5 000 $ en cas de décès accidentel au travail. 15 000 au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune suffisamment tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifiez le compte bancaire. Voyez qui a déplacé de l'argent. Cette fois, je n'hésitais pas. Cette personne, qui qu'elle soit, savait trop de choses pour être un farceur. Elle connaissait l'assurance. Elle connaissait mes fils. Elle connaissait des détails que seul quelqu'un de très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je me rendis à la banque où Ernest et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Thompson, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'accueillit avec de sincères condoléances. Margot, je suis désolée pour Ernest. C'était un homme bien. Merci, Madame Thompson. Je suis venue vérifier nos comptes. Je dois comprendre notre situation financière. Elle me montra les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ce que je vis me figea. Au cours des 3 derniers mois, de gros retraits avaient été effectués sur notre compte d'épargne.
$1000 en janvier, 3000 en février, 4000 en mars. De l'argent dont je n'avais jamais entendu parler. Qui a autorisé ces retraits? Demandai-je, la voix tremblante. Votre mari est venu en personne, expliqua Madame Thompson. Il a dit qu'il avait besoin de l'argent pour des réparations à l'atelier, mais je tenais les comptes du foyer. Je savais exactement combien nous avions et ce que nous dépensions. Ernest n'avait jamais parlé de réparations coûteuses à l'atelier, et nous n'avions certainement jamais discuté de retirer des milliers de dollars de nos économies. Avez-vous les signatures pour ces retraits? Demandai-je. Elle me montra les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Ernest, mais quelque chose dans l'écriture me semblait étrange. Trop tremblante, trop incertaine pour son écriture habituellement ferme et claire. Madame Thompson, demandai-je, le cœur battant, est-ce qu'il est venu seul pour effectuer ses retraits, ou quelqu'un était-il avec lui? Elle réfléchit un instant. Maintenant que vous le dites, je crois qu'il est venu 1 ou 2 fois avec un de vos fils. Charles, je crois, a dit qu'il aidait son père avec la paperasse parce qu'Ernest avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Charles, mon fils, avait été impliqué dans des retraits d'argent dont je n'avais jamais entendu parler, utilisant les yeux fatigués de son père comme excuse, alors qu'Ernest voyait parfaitement avec ses lunettes, qu'il ne retirait jamais pendant la journée. Cet après-midi-là, alors que je regardais encore et encore les reçus bancaires, je reçus un autre message. L'assurance était leur idée. Ils avaient convaincu Ernest qu'il avait besoin de plus de protection pour moi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les assurances mystérieusement augmentées, les retraits d'argent non autorisés, la présence de Charles dans des transactions dont je ne savais rien, son efficacité suspecte à organiser les funérailles, sa froideur pendant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était de savoir s'ils avaient réellement planifié la mort d'Ernest, comment ils l'avaient fait, et qui m'envoyait ces messages. Comment cette personne savait-elle autant de choses sur ce qui s'était passé? Les jours suivants devinrent un cauchemar de doute et de suspicion. Chaque sourire de Charles, chaque étreinte d'Henri, chaque mot de condoléance me semblait un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de preuves supplémentaires avant de pouvoir accepter une vérité aussi horrible que celle qui se dessinait dans mon esprit. Mon téléphone continuait de recevoir des messages du numéro mystérieux. Va à l'atelier d'Ernest. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. Je décidai d'aller à l'atelier pour la première fois depuis l'accident. Charles avait dit qu'une machine avait explosé. Mais lorsque j'arrivai, je trouvai quelque chose de complètement différent de ce que j'avais imaginé. L'atelier était étrangement propre, trop propre pour avoir été le lieu d'une explosion. Pas de traces de brûlure sur les murs, pas de débris, aucun signe de destruction que devrait provoquer un accident si grave. Où est la machine qui a explosé? Demandai-je à voix haute. Je regardai partout et trouvai toutes les machines à leur place, fonctionnant parfaitement. Le poste à souder, le compresseur, la scie électrique, tout était intact. Alors, quelle avait été la cause de l'accident? Dans le bureau d'Ernest, je trouvai quelque chose qui me glaça le sang. Une note écrite de sa main, datée de 3 jours avant sa mort. Charles insiste pour que j'augmente l'assurance. Il dit que c'est pour Margot. Mais quelque chose ne me semble pas correct. Je ne lui fais pas confiance. Sous cette note se trouvait une autre. Henri m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'est pour moderniser l'atelier, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette hâte? Mon mari avait eu des soupçons. Il avait pressenti les intentions malveillantes de nos fils, mais il était mort avant de pouvoir me le dire. Je continuai à chercher et trouvai une enveloppe scellée à mon nom. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. C'était une lettre d'Ernest. Ma très chère Margot. Si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Charles et Henri. Ils s'intéressent trop à notre argent, à l'assurance, à la vente de la maison. Jasmine exerce beaucoup de pression sur eux. Hier, Charles m'a dit que je devais me préoccuper davantage de ma sécurité car, à mon âge, tout accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont semblé être une menace. Je t'aime, Margot. Si quelque chose m'arrive, ne fais confiance à personne aveuglément, pas même à nos fils. La lettre me tomba des mains. Ernest avait pressenti sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignorés. Cette nuit-là, Charles vint me rendre visite. Il arriva avec une bouteille de vin et un sourire désormais totalement faux. Maman, j'ai pensé à ton avenir,
dit-il en se servant un verre sans me demander si je voulais en prendre un. L'argent de l'assurance est déjà en cours. Ce sera 15 000 $. Comment sais-tu le montant exact? Demandai-je, feignant l'innocence. Eh bien, j'ai aidé papa avec les papiers de l'assurance. Il voulait s'assurer que tu aurais assez d'argent pour vivre confortablement. Un mensonge. Ernest n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. Selon sa propre note, il avait été poussé par Charles. Et que devrais-je faire de cet argent? Demandai-je, observant attentivement sa réaction. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui me glaça. Tu pourrais acheter une maison plus petite, plus confortable, ou mieux encore, déménager dans une belle résidence pour personnes âgées où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Henri et moi pourrions gérer ton argent pour le faire fructifier. Gérer mon argent. Nous voulons juste prendre soin de toi, maman. À ton âge, il est facile de se faire arnaquer ou de prendre de mauvaises décisions financières. Nous connaissons les investissements, les affaires. Nous pourrions tripler ce montant en quelques années. Tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur propre poche. Laisse-moi réfléchir, dis-je, essayant de gagner du temps. Bien sûr, dit Jasmine avec sa douceur fausse. Mais pas trop longtemps. Pour ton bien. Après leur départ, je restai dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, ma chair et mon sang, n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais maintenant ils prévoyaient de voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone vibra avec un message plus long que les autres. Demain, va au commissariat. Demande le rapport sur l'accident d'Ernest. Il y a des contradictions que tu dois connaître. Le lendemain, je me rendis au commissariat local. Le sergent O'Connell, qui connaissait Ernest depuis des années, m'accueillit avec gentillesse. Le rapport sur l'accident de votre mari? Demanda-t-il, avec un air perplexe. Quel accident, madame? À son atelier. Quand la machine a explosé. Le sergent consulta ses dossiers et secoua la tête. Nous n'avons aucun rapport d'explosion à l'atelier d'Ernest ici. En fait, nous n'avons aucun rapport d'accident de travail impliquant votre mari. Je sentis le monde vaciller sous mes pieds. Mais mon fils avait dit que c'était un accident à l'atelier. C'est pourquoi il était à l'hôpital. Madame, votre mari est arrivé à l'hôpital mardi matin, mais pas à cause d'un accident de travail. Selon le rapport médical que j'ai ici, il est arrivé inconscient avec des symptômes d'empoisonnement. Empoisonnement. Les médecins ont trouvé des traces de méthanol dans son sang, une quantité suffisante pour provoquer la cécité, des lésions cérébrales et éventuellement la mort. L'hôpital aurait dû vous informer de cet empoisonnement. Il n'y avait pas eu d'explosion. Il n'y avait pas eu d'accident de travail. Quelqu'un avait délibérément empoisonné mon mari. Pourquoi personne ne m'a dit cela? Demandai-je, la voix brisée. La famille proche ayant signé les papiers de l'hôpital a demandé que l'information soit confidentielle afin d'éviter des spéculations inutiles. Ils ont dit, vous étiez trop fragile émotionnellement pour gérer les détails techniques. La famille proche. Charles et Henri avaient caché la véritable cause de l'état d'Ernest, inventé l'histoire de l'explosion et manipulé tout le monde, y compris moi, pour couvrir un meurtre. Madame, continua le sergent, si vous soupçonnez les circonstances de la mort de votre mari, nous pourrions ouvrir une enquête officielle. Je n'avais plus de simples soupçons. J'étais certaine que mes propres fils avaient assassiné leur père pour de l'argent. Cet après-midi-là, Henri rentra à la maison avec un bouquet de fleurs et le même sourire faux que Charles. Comment allez-vous, maman? Vous avez l'air fatiguée. Je vais bien, mentis-je, observant chacun de ses gestes avec une nouvelle perspective. Je pense juste à l'avenir. C'est bien. Charles et moi avons parlé. Nous pensons que vous devriez vendre la maison bientôt, pendant qu'elle est fraîche sur le marché immobilier. Pourquoi cette précipitation? Eh bien, les vieilles maisons perdent rapidement de la valeur et vous avez besoin de liquidités. Dépenses funéraires, factures médicales en attente, plus de mensonges. Les funérailles avaient été bon marché, presque insultantes, et il n'y avait pas de factures médicales en attente car l'assurance hospitalière les avait couvertes. Henri, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Vous saviez que votre père n'était pas mort d'un accident de travail. Pour une fraction de seconde, je vis de la panique dans son expression, mais il se reprit rapidement. De quoi parlez-vous, maman? Je suis allé au commissariat. Il n'y a aucun rapport d'explosion à l'atelier de votre père. Cette fois, la panique était plus évidente. Maman, vous ne devriez pas faire ce genre de choses. Cela va vous embrouiller.
Le deuil vous affecte. Le deuil m'affecte ou vous m'avez menti. Il se leva brusquement, renversant le café que j'avais préparé pour lui. Je pense que vous devez vous reposer. Nous parlerons quand vous serez plus calme. Il partit rapidement, mais pas avant de passer un appel depuis le porche, bien que je n'ai pas pu entendre les mots. Le ton était urgent, inquiet. Cette nuit-là, je reçus le message le plus révélateur à ce jour. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle, que le deuil te fait imaginer des choses. Ne les crois pas, et ne prends rien de ce qu'ils t'offrent à manger ou à boire. La prédiction des messages mystérieux se réalisa exactement comme elle l'avait annoncé. Le lendemain, Charles et Henri arrivèrent ensemble chez moi, accompagnés de Jasmine. Ils avaient des expressions d'inquiétude exagérées et un sac de pâtisserie de la boulangerie du centre-ville. « Maman, nous sommes très inquiets pour vous », commença Charles avec une voix mielleuse. « Les voisins nous ont dit que vous vous comportiez étrangement. Doris dit que vous vous parlez toute seule, que vous ne mangez pas bien. Doris n'avait jamais dit cela. C'était juste un autre mensonge dans leur collection grandissante. Jasmine a apporté vos pâtisseries préférées, ajouta Henri, en montrant le sac. Et nous avons préparé un café spécial de la marque que vous aimez tant. Je me rappelais des mots du message. Ne prends rien de ce qu'il t'offre à manger ou à boire. Il était possible qu'il prévoyait de m'empoisonner, moi aussi, comme il l'avait fait pour Ernest. Merci, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner, dis-je, restant à distance. Mais maman, insista Jasmine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous devez bien manger. Vous avez beaucoup maigri depuis la mort de papa Ernest. Je vais bien, répétai-je fermement. Charles échangea un regard significatif avec Henri. C'était le même regard qu'ils avaient partagé à l'hôpital lorsque le médecin nous avait donné le pronostic d'Ernest. Maman, dit Charles en s'asseyant plus près de moi, nous voulons vous parler de quelque chose d'important. Henri et moi avons consulté des médecins au sujet de votre comportement récent. Mon comportement? Oui. Les questions étranges que vous posez, les visites au commissariat, cette obsession pour des détails insignifiants à propos de papa. C'est normal après une perte aussi grande, mais cela peut être dangereux si ce n'est pas traité. Henri hocha gravement la tête. Nous avons parlé au docteur Albright. Il dit qu'il est courant pour les personnes âgées de développer de la paranoïa après avoir perdu un partenaire, surtout pour les femmes de votre âge. Paranoïa. Il m'accusait de devenir folle pour avoir découvert leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque, dis-je avec toute la fermeté dont je pouvais faire preuve. Je pose juste les questions que j'aurais dû poser depuis le début. Quelles questions? Me défia Charles. Comme pourquoi il n'y a pas de rapport de police pour l'accident supposé de votre père? Comme pourquoi l'atelier est parfaitement propre s'il y a eu explosion? Comme pourquoi avez-vous retiré $5000 de notre compte sans rien me dire? Le silence qui suivit fut assourdissant. Les trois échangèrent des regards de panique à peine dissimulés. Maman, dit enfin Henri, ces choses ont des explications simples. Papa a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret pour vous surprendre. Quelle surprise! Il voulait rénover la maison. Charles mentait. Il avait engagé des ouvriers pour réparer le toit et peindre les murs. Il voulait que ce soit une surprise pour ton anniversaire. Si c'était vrai, où étaient les ouvriers? Où étaient les matériaux? Pourquoi personne en ville ne savait pour ces soi-disant rénovations? Et pour le rapport de police, continua Charles. Tous les accidents de travail ne nécessitent pas un rapport, surtout lorsqu'ils se produisent sur une propriété privée. Encore des mensonges. Le sergent O'Connell avait été très clair. Tout accident de travail avec blessure grave nécessite un rapport officiel. Maman, intervint Jasmine avec une voix douce mais condescendante. Nous voulons juste prendre soin de vous. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait préférable que vous déménagiez dans un endroit avec une assistance médicale spécialisée. Un foyer, corrigea Charles, pour les personnes traversant un deuil compliqué. Ils ont des psychologues, des infirmières, des activités pour vous occuper. Et en attendant, ajouta Henri, nous pouvons nous occuper de la vente de la maison, de la gestion de l'argent de l'assurance, toutes ces choses compliquées que vous ne devriez pas avoir à gérer dans votre état actuel. Voilà, le plan complet. Les déclarer mentalement incapables, me mettre dans une maison spécialisée et prendre le contrôle de tout mon argent. D'abord, ils avaient assassiné Ernest pour l'argent de l'assurance, et maintenant ils voulaient me voler moi aussi. Et si je refuse, demandai-je avec défi. Pourquoi refuseriez-vous? Demanda Charles avec un sourire qui me glaça le sang. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour vous.
Parce que c'est ma maison. C'est ici que j'ai construit ma vie avec Ernest. C'est ici que je vous ai élevé. Maman, dit Henri avec un soupir exagéré. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé pour toujours. Papa est parti. Vous devez accepter et aller de l'avant. Je l'ai accepté, mais cela ne signifie pas que je vais donner ma vie et mon argent. Le masque de préoccupation commença à se fissurer sur le visage de mes fils. Charles se leva brusquement. Très bien. Si vous n'écoutez pas la raison, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Que voulez-vous dire par là? Cela signifie que nous pouvons engager une procédure légale pour vous déclarer mentalement incapable. Nous avons des témoins de votre comportement erratique. Nous avons des témoignages de médecins qui confirment que vous souffrez de paranoïa sénile. Des médecins? Quels médecins? Je n'avais parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Albright a déjà signé un rapport préliminaire, ajouta Henri. Il dit que, selon nos descriptions de votre comportement, il est probable que vous ayez besoin de soins spécialisés. Un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental basé uniquement sur ce que mes fils lui avaient raconté. Combien cela leur avait-il coûté pour acheter cette fausse évaluation? Vous pouvez coopérer volontairement, continua Charles, ou nous pouvons le faire légalement, mais dans tous les cas, vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. C'était une menace directe. Si je ne remettais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient le système légal pour me le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur dis-je, essayant de gagner du temps. Bien sûr, dit Jasmine avec sa fausse douceur, mais pas trop longtemps pour votre bien. Après leur départ, je m'assis dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, le sang de mon sang, n'avaient pas seulement tué leur père, ils prévoyaient maintenant de me dépouiller de tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone vibra avec un message plus long que les autres. Margot, c'est Stephen Callahan, un détective privé. Ernest m'a engagé 3 semaines avant sa mort parce qu'il se méfiait de Charles et Henri. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé à son café du matin. J'ai des preuves audio de leur conversation, planifiant tout. Demain à 15 heures, rendez-vous au café du coin. Asseyez-vous à la table du fond. Je serai là. Enfin, je saurai qui m'envoyait ces messages. Surtout, j'aurai les preuves nécessaires pour obtenir justice pour la mort de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Charles et Henri avaient montré leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermé dans une maison spécialisée tandis qu'ils dépensaient l'argent qui avait coûté la vie à Ernest. La guerre avait commencé. Et même si j'étais une femme de 66 ans contre 2 hommes impitoyables, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité finit toujours par se révéler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Ernest, je souris, car je savais que mon mari n'était pas mort en vain. Sa prudence, son instinct, sa décision d'engager un détective privé allait me permettre d'obtenir justice. Charles et Henri avaient sérieusement sous-estimé leur mère. Ils allaient découvrir qu'une femme se battant pour la mémoire de son mari assassiné est une force plus puissante que toute leur cupidité réunie. Le lendemain arriva, rempli de nervosité et d'anticipation. Je m'habillai avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse, celle que je portais pour les grandes occasions. Si j'allais rencontrer l'homme qui pouvait me donner les réponses dont j'avais besoin, je voulais être prête à toute révélation. À 14h30, je me dirigeai vers le café du coin, marchant d'un pas déterminé. Mais prudent. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. Le café était modérément rempli. Je me rendis directement à la table du fond comme on me l'avait indiqué. Je commandai une tisane à la camomille et attendis, les mains légèrement tremblantes sur la table en bois usé. Exactement à 15 heures, un homme d'une 50aine d'années s'approcha de ma table. Il était grand, aux cheveux gris, avec des yeux intelligents et une expression sérieuse mais bienveillante. Il portait un dossier marron sous le bras. « Madame est ?» demanda-t-il d'une voix basse. Je hochai la tête, ne faisant pas encore confiance à ma voix. « Je suis Stephen Callahan. Je suis désolé pour votre perte. » Ernest était un homme bon. Il s'assit en face de moi et posa le dossier sur la table. « Avant de vous montrer ce que j'ai, je dois que vous sachiez que ce que vous allez entendre et voir sera très douloureux. Êtes-vous prête ? Je me prépare depuis que j'ai reçu votre premier message, répondis-je avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Stephen ouvrit le dossier et sortit un petit enregistreur vocal. Ernest est venu me voir il y a un mois. Il était inquiet du comportement de ses fils. Il m'a engagé pour les enquêter discrètement.
Il appuya sur le bouton de lecture. La voix d'Ernest, si familière et chère, emplit l'espace restreint entre nous. Steven, j'ai besoin que tu saches que si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Charles et Henri me mettent la pression pour augmenter mon assurance vie. Hier, Charles m'a apporté des papiers qu'il disait être pour mieux protéger Margot. Mais en les lisant, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des clauses qui les avantageaient directement. Mon cœur s'accéléra. Entendre la voix d'Ernest, c'était comme l'avoir de nouveau près de moi quelques minutes, mais ces mots confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement continua. Henri pose des questions étranges sur ma routine quotidienne, ce que je mange au petit déjeuner, l'heure à laquelle je quitte la maison, si Margot vient à l'atelier avec moi. Il dit que c'est par souci de bienveillance, mais quelque chose dans sa manière de demander m'inquiète. Steven mit l'enregistrement en pause. Cette conversation remonte à 3 semaines avant sa mort, mais j'ai quelque chose de plus récent. Il joua un autre enregistrement, cette fois avec la voix de Charles en arrière-plan, parlant au téléphone. Non, nous ne pouvons plus attendre. Le vieux commence à se méfier. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais autant à son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Cela fonctionne parfaitement car les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou un AVC. Non, maman ne posera pas de problème. Après la mort de papa, elle sera si dévastée que nous pourrons faire ce que nous voulons. Des larmes roulèrent sur mes joues. C'était la voix de mon fils, mon propre fils, planifiant froidement le meurtre de son père. Il y a plus, dit Steven doucement. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Ernest. Un nouvel enregistrement commença. Cette fois, c'était Henri qui parlait à quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Charles mettra le méthanol dans le café de papa. Nous lui avons dit que c'était un complément vitaminé spécial recommandé par un médecin. L'idiot va le boire sans se douter de rien. Les symptômes commenceront par des vertiges et de la confusion, puis la perte de la vue, des convulsions, le coma. Les médecins penseront à un AVC ou à une crise cardiaque. Quand ils réaliseront que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'effondra complètement. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Ernest, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur terrifiante. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités, les garçons que j'avais consolés pendant leurs cauchemars, soient capables de quelque chose d'aussi monstrueux? Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Demandai-je en sanglotant. Ernest m'a demandé de placer des dispositifs d'écoute dans votre maison, expliqua Steven. Il avait peur, mais il ne savait pas exactement de quoi. Nous les avons placés sur le téléphone fixe et à d'autres endroits stratégiques. Il sortit une série de photographies du dossier. J'ai aussi cette photo de Charles achetant du méthanol dans un magasin de bricolage à 30 mètres de la ville. Il a payé en espèces et utilisé un faux nom, mais j'ai la vidéo. Les photographies montraient clairement Charles quittant un magasin de bricolage avec une petite bouteille à la main. La date sur les photos était 5 jours avant la mort d'Ernest. Et ceci, continua Steven, me montrant d'autres documents. Ce sont les relevés financiers de Charles et Henri des 6 derniers mois. Ils dépensaient beaucoup plus que ce que leurs revenus justifiaient. Charles doit 70 000 $ à un prêteur de la ville. Henri a des dettes de jeu de 40 000. Ils étaient désespérés. Tout commençait à avoir un sens. Ce n'était pas seulement la cupidité qui avait motivé le meurtre d'Ernest. C'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source d'argent facile et rapide. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police immédiatement après la mort d'Ernest? Lui demandai-je. Parce que Charles et Henri sont très intelligents. Ils ont soudoyé le médecin qui a suivi Ernest à l'hôpital pour modifier le diagnostic officiel. Au lieu d'un empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident de travail. Sans cette preuve médicale, mes enregistrements n'auraient peut-être pas suffi pour obtenir une condamnation. Mais maintenant, nous avons toutes les preuves réunies, dis-je en ressentant un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. Mon sang se glaça. Quoi? Vos fils prévoyaient de vous tuer également. Steven joua un dernier enregistrement, cette fois avec les voix de Charles et Henri ensemble. Une fois que nous aurons l'argent de l'assurance de papa, il faudra se débarrasser de maman aussi, dit Charles. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'elle devienne suspicieuse ou que quelqu'un lui mette des idées en tête. Comment? Demanda Henri. De la même manière que pour papa. Mais cette fois, nous pouvons faire en sorte que cela ressemble à un suicide par dépression. Une veuve incapable de vivre sans son mari.
Personne n'en doutera. Et l'argent serait pour nous, ses seuls héritiers. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance, presque 200 000 $ au total. L'enregistrement s'arrêta. Je tremblais de façon incontrôlable. Mes fils n'avaient pas seulement assassiné leur père, ils prévoyaient de me tuer moi aussi. Tout cela pour de l'argent. Madame, dit Steven doucement. Je sais que c'est dévastateur, mais nous avons assez de preuves pour les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Que faisons-nous maintenant? Demandai-je en essuyant mes larmes. D'abord, nous devons aller à la police avec toutes ces preuves. Le sergent O'Connell est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption. Ensuite, nous devons agir rapidement. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incapable demain. S'ils réussissent, il sera beaucoup plus difficile d'agir légalement. Oui, j'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Il rencontre le juge Miller à 10 heures pour entamer la procédure de mise sous tutelle. Je me levai de la table avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors nous devons agir ce soir. Exactement, confirma Steven. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Il sortit une dernière photographie du dossier. On y voyait Ernest quittant une clinique médicale que je ne reconnaissais pas. 3 jours avant sa mort, votre mari était allé faire un examen médical complet dans une clinique de la ville. Les résultats montrent qu'il était parfaitement sain. Aucune trace de maladie cardiaque. Sa tension était normale. Tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort a été causée par un empoisonnement, et non par des problèmes de santé naturelle. C'était la pièce finale du puzzle dont nous avions besoin. Ernest avait été un homme en bonne santé, assassiné par ses propres fils. Steven, dis-je en lui prenant la main. Merci d'avoir tenu votre promesse envers mon mari. Maintenant, obtenons justice. Cette même nuit, Steven et moi nous rendîmes directement au poste de police. Le sergent O'Connell travaillait le service de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait pour nos plans. À notre arrivée, il était 20 heures et le poste était relativement calme. Sergent O'Connell, dis-je d'une voix ferme. Je dois déposer une plainte officielle pour le meurtre de mon mari, Ernest. Le sergent me regarda, surpris. Meurtre. Madame? Le certificat de décès indique qu'il est mort de complications cardiaques après un accident de travail. Le certificat de décès est faux, répondis-je en posant le dossier de Steven sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Pendant les 2 heures suivantes, Steven et moi présentâmes toutes les preuves. Les enregistrements audio, les photographies de Charles achetant du méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Ernest prouvant sa parfaite santé et enfin les conversations enregistrées où mes fils confessaient à la fois le meurtre de leur père et leur plan pour me tuer. Le sergent O'Connell écouta chaque enregistrement avec une expression de plus en plus grave. Lorsque nous eûmes terminé, il se renversa dans sa chaise et secoua la tête, incrédule. « C'est monstrueux, murmura-t-il. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, madame? Une fois que nous aurons arrêté vos fils, il n'y aura pas de retour en arrière. Sergent, répondis-je avec toute la dignité dont je pouvais faire preuve. Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient aussi de me tuer. Ce ne sont plus mes fils. Ce sont des criminels qui doivent payer pour leurs crimes. Il nous faudra l'expert médico-légal pour exhumer le corps d'Ernest afin de confirmer la présence de méthanol, expliqua le sergent. Êtes-vous prête pour cela? Faites ce qui est nécessaire, répondis-je sans hésitation. Le sergent O'Connell appela immédiatement le procureur. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire amena le procureur à se rendre personnellement au poste. Après avoir examiné toutes les preuves, il autorisa immédiatement les mandats d'arrêt contre Charles et Henry. Nous procéderons à l'aube, nous expliqua le procureur. Nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant qu'ils puissent détruire d'autres éléments. Steven me raccompagna chez moi cette nuit-là. Êtes-vous sûr de pouvoir rester seul? Demanda-t-il avec inquiétude. Je vais bien, répondis-je. Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. J'ai la justice de mon côté. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai assise dans la cuisine, regardant les photographies d'Ernest accrochées au mur. Pour la première fois depuis sa mort, je ne ressentais pas seulement de la douleur. Je ressentais un étrange mélange de tristesse et de satisfaction, sachant que justice pour son meurtre allait bientôt être rendue. À 6 heures du matin, mon téléphone sonna. C'était Charles. « Maman, tu dois venir immédiatement chez Henry.
Il s'est passé quelque chose de terrible. Que s'est-il passé? Demandai-je en feignant l'inquiétude. Il vaut mieux que je vous l'explique en personne. Viens vite. Je savais que c'était un piège. Après avoir entendu les enregistrements la veille, je savais qu'ils prévoyaient d'accélérer leur plan pour se débarrasser de moi. Mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive, mentis-je. Au lieu d'aller chez Henri, je restai dans ma cuisine à attendre. À 7h30, je vis depuis ma fenêtre plusieurs voitures de police se diriger vers les maisons de mes fils dans différentes directions. Mon téléphone sonna à plusieurs reprises pendant l'heure suivante. D'abord Charles, puis Henri, tous deux avec des voix de plus en plus désespérées demandant où j'étais, mais je ne répondis à aucun appel. À 9h du matin, le sergent O'Connell frappa à ma porte. Madame Hay, nous avons arrêté Charles et Henri. Ils sont en détention, accusés de meurtre au premier degré et de complot pour commettre un meurtre. Mes jambes tremblaient, mais cette fois ce n'était pas de peur. C'était du soulagement. Comment ont-ils réagi? Demandai-je. Charles nia tout au début, mais lorsque nous lui avons joué les enregistrements, il s'effondra. Henri tenta de s'échapper par la fenêtre arrière de sa maison. Nous avons dû le poursuivre pendant 6 rues. Cet après-midi-là, Jasmine vint me voir. Elle arriva en sanglotant, suppliant, complètement différente de la femme froide et calculatrice que j'avais connue. Madame Hay, s'il vous plaît, vous devez retirer les accusations contre Charles. Il n'est pas mauvais. Il était juste désespéré à cause de ses dettes. C'est aussi ma faute. Je l'ai beaucoup poussé à trouver de l'argent. Je la regardai sans aucune trace de compassion. Jasmine, ton mari a empoisonné mon mari. Il prévoyait aussi de me tuer. Il n'y a aucune explication ni justification pour cela. Mais nous sommes une famille. Cria-t-elle désespérément. La famille est morte le jour où vous avez décidé de tuer Ernest pour de l'argent, répondis-je froidement. Maintenant, veuillez quitter ma maison. 3 jours plus tard, l'exhumation du corps d'Ernest fut effectuée. Les résultats du laboratoire confirmèrent exactement ce que Steven avait découvert. Des niveaux mortels de méthanol dans son organisme, suffisants pour provoquer tous les symptômes qu'il avait éprouvés avant sa mort. L'affaire devint un événement sensationnel dans toute la ville. Personne ne pouvait croire que 2 fils avaient assassiné leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux qualifièrent cela de crime le plus cruel de la décennie. Au cours des semaines suivantes, d'autres détails émergèrent lors de l'enquête. Charles devait vraiment $7 000 à des prêteurs illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Henri avait perdu $5 000 dans des casinos clandestins et faisait aussi face à des menaces. Ils avaient vu l'argent de l'assurance vie d'Ernest comme leur seule solution. Mais leur cupidité les avait conduits à augmenter les polices d'assurance de manière si dramatique que cela avait éveillé les soupçons de leur propre père. Nous découvrîmes également que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu $5 000 en espèces de Charles. Il fut également arrêté pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Steven expliqua tous les détails du plan qu'Ernest avait conçu avec lui. Votre mari était plus intelligent que ses fils ne le croyaient. Il savait que quelque chose de mauvais allait se produire, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'avait engagé non seulement pour enquêter sur Charles et Henri, mais aussi pour vous protéger si quelque chose lui arrivait. Savait-il qu'ils allaient le tuer? Demandai-je. Pas exactement, dit Steven. Mais il soupçonnait que sa vie était en danger. C'est pourquoi nous avons installé les dispositifs d'enregistrement. C'est pourquoi nous avons tout documenté. Il voulait s'assurer que si quelque chose lui arrivait, la vérité serait révélée. Mon mari, même dans ces derniers jours, m'avait protégé. Il avait anticipé la trahison de nos fils et avait pris des mesures pour que justice soit rendue. Le procès était prévu dans 2 mois. Charles et Henri faisaient face à des accusations de meurtre au premier degré, passibles dans notre État d'une peine de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Le jour du procès arriva après 2 mois de préparation juridique intense. La salle d'audience était entièrement remplie. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce qui était déjà connu comme l'affaire des fils meurtriers. Toute la ville était présente. Voisins, anciens collègues d'Ernest, même des gens que je connaissais à peine mais qui voulaient assister à ce moment historique de justice. Je portais ma plus belle robe noire, celle que j'avais portée pour notre mariage il y a tant d'années, mais qui représentait maintenant le deuil et la dignité. Steven m'accompagna, assis à mes côtés tout au long du procès. Sa présence me donnait la force d'affronter ce qui serait le jour le plus difficile de ma vie. Charles et Henri entrèrent dans la salle menottée,
vêtus de combinaisons oranges de prisonniers. Les voir ainsi brisa une fois de plus mon cœur, mais je ne ressentais plus de pitié pour eux. Je ne ressentais qu'une profonde tristesse pour la mort morale qu'ils avaient choisie bien avant de tuer physiquement leur père. Le procureur présenta l'affaire avec une précision dévastatrice. Un par un, les enregistrements furent diffusés à la cour. Le silence était absolu chaque fois que les voix de Charles et Henri se faisaient entendre, planifiant froidement le meurtre d'Ernest. Lorsque le procureur joua l'enregistrement où il prévoyait aussi de me tuer, plusieurs personnes dans l'audience poussèrent un cri d'horreur. Une femme âgée se leva et quitta la salle en pleurant. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était difficile de comprendre une telle cruauté. Mesdames et messieurs du jury, dit le procureur lors de son exposé initial, ceci n'est pas un simple cas de cupidité familiale. Il s'agit d'un acte prémédité froid et calculé où deux hommes ont décidé de tuer le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour rembourser leurs dettes de jeu et leurs prêts irresponsables. Les avocats de Charles et Henri tentèrent de présenter une défense basée sur des circonstances désespérées et des influences extérieures, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentent pas. Les documents bancaires ne mentent pas. Les preuves médico-légales du méthanol dans le corps d'Ernest ne mentent pas. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me dirigeai vers le banc avec des jambes tremblantes mais un esprit clair. J'avais attendu ce moment pendant des mois. Madame est, me demanda le procureur, pouvez-vous nous dire quelle était votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari? Je pensais avoir une bonne relation avec eux, répondis-je en regardant directement Charles et Henri. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père travaillait du lever au coucher du soleil pour leur offrir le meilleur possible. Je n'aurais jamais imaginé que cet amour et ce sacrifice deviendraient la raison de son meurtre. À un moment donné, avez-vous suspecté qu'il pouvait nuire à votre mari? Non. C'est la partie la plus douloureuse de tout cela. Je leur faisais totalement confiance. Quand ils m'ont dit qu'Ernest avait eu un accident à son atelier, je les ai crus. Quand ils ont organisé les funérailles si rapidement, je pensais qu'ils faisaient preuve d'efficacité dans leur chagrin. Je n'ai jamais imaginé qu'ils couvraient un meurtre. Charles baissa la tête pendant mon témoignage. Henri me regardait avec défi, mais je vis des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes. Trop tard pour le regret. Le moment le plus dramatique du procès survint lorsque le procureur décida de diffuser l'enregistrement complet de la conversation où il prévoyait mon propre meurtre. La voix de Charles résonna dans la salle d'audience. Une fois que nous aurons l'argent de l'assurance de papa, il faudra se débarrasser de maman aussi. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'elle devienne suspicieuse. Un murmure d'horreur parcourut l'audience. Plusieurs personnes se tournèrent vers moi avec des expressions d'incrédulité et de compassion. Comment vous êtes-vous senti en entendant cet enregistrement pour la première fois? Me demanda le procureur. J'ai compris que j'avais perdu mes deux fils bien avant de perdre mon mari, répondis-je, la voix brisée mais ferme. Les bébés que j'avais nourris, les enfants que j'avais consolés dans leurs cauchemars, étaient morts et remplacés par deux étrangers capables de toute cruauté pour de l'argent. La défense tenta de me contre-interroger, suggérant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mon fils, que le chagrin m'avait fait exagérer les preuves, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Steven témoigna également, expliquant en détail comment Ernest l'avait engagé parce qu'il avait peur de ses propres fils. Il décrivit chaque étape de l'enquête, chaque preuve collectée, chaque moment enregistré qui révélait la vérité. L'expert médico-légal présenta les résultats de l'exhumation, confirmant la présence létale de méthanol dans le corps d'Ernest. Il expliqua comment ce poison agit lentement, provoquant exactement les symptômes que mon mari avait ressentis avant de mourir. Après 3 jours de témoignages dévastateurs, les plaidoiries finales arrivèrent. Le procureur fut implacable. Charles et Henri ne sont pas des victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui ont vu leurs propres parents comme des obstacles financiers à éliminer. Ils ont planifié, exécuté et dissimulé le meurtre d'Ernest et prévoyaient de faire de même avec Margot. Ils ne méritent pas de compassion. Ils méritent la justice. Le jury délibéra pendant 6 heures. À leur retour, le silence dans la salle d'audience était absolu. Je pouvais entendre battre mon propre cœur lorsque le juge lut le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Charles et Henri et pour le meurtre au premier degré d'Ernest, nous déclarons les prévenus coupables. La salle d'audience éclata en murmures et exclamations. Charles s'effondra sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Henri resta rigide, regardant droit devant lui sans expression.
Pour le chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre contre Margot Hay, nous déclarons les prévenus coupables. Le juge passa immédiatement à la sentence. Charles Hay et Henry Hay, pour le meurtre prémédité de votre père et le complot visant à tuer votre mère, je vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. En entendant ces mots, je sentis un poids immense se lever de mes épaules. Justice. Enfin, il y avait justice pour Ernest. Après le procès, de nombreuses personnes vinrent me serrer dans leurs bras et exprimer leur soutien. Doris pleura avec moi, non pas de tristesse, mais de soulagement. Margot, murmura-t-elle, Ernest peut maintenant reposer en paix. Cette nuit-là, je retournai dans ma maison, qui me semblait désormais différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était de nouveau ma maison, l'endroit où Ernest et moi avions été heureux pendant 42 ans. Steven vint me rendre visite une semaine après le procès. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-il. « En paix » répondis-je honnêtement. Pour la première fois depuis la mort d'Ernest, je dormais profondément. Je savais qu'il reposait en paix parce que sa mort n'était pas restée impunie. Et l'argent, l'assurance, les économies. J'ai fait don de l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux, expliquai-je. Cet argent était taché de sang. Je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles suffisent pour vivre modestement le reste de mes jours. 6 mois après le procès, je reçus une lettre dans le courrier de la prison. Elle venait de Charles. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais tu dois savoir que je regrette tout. L'argent, les dettes, le désespoir. Ils nous ont aveuglés. Nous avons perdu toute humanité. Henry et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour $5000 que nous n'avons même pas pu profiter. Demain, je vais me suicider dans ma cellule. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait. Prends soin de toi, maman. Dis à papa que nous sommes désolés d'avoir été de si mauvais fils. Je n'arrivai pas à temps pour empêcher son suicide. » Charles fut retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Henry, en apprenant la mort de son frère, fit une dépression nerveuse complète et fut transféré à l'hôpital psychiatrique de la prison. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis paisiblement dans ma petite maison. J'ai transformé l'atelier d'Ernest en jardin où je fais pousser des fleurs à déposer sur sa tombe chaque dimanche. Steven est devenu un ami proche, me rendant visite régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent, mais ces enfants sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers partageant mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris que la véritable famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Ernest fut ma véritable famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille aujourd'hui. La justice n'a pas rendu Ernest, mais elle m'a apporté la paix. Et dans les nuits calmes, lorsque je m'assois sur le porche où nous prenions souvent le café ensemble, je jure que je peux sentir sa présence, fier de moi pour avoir eu la force de faire ce qui était juste, même si cela signifiait perdre mes fils pour toujours. 5 ans ont passé depuis ce terrible jour au cimetière où j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie pour toujours. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux entièrement blancs reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, me dit ma chère amie Doris, brillent d'une lumière qu'ils n'avaient pas auparavant. La maison où Ernest et moi avons construit nos rêves est toujours mon refuge. J'y ai fait quelques améliorations avec l'argent que j'avais économisé. J'ai peint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée d'Ernest, et j'ai transformé son ancien atelier en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, comme il m'avait appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Steven Callahan est devenu plus qu'un simple enquêteur qui m'a aidé à obtenir justice. Il est ma famille choisie. Il vient me rendre visite tous les mercredis après-midi et nous prenons le café sur le porche pendant qu'il me raconte des histoires de ses autres affaires. Parfois, il me demande si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils, si ce n'aurait pas été mieux de garder le secret et de vivre avec le mensonge. Jamais, réponds-je toujours. La vérité fait mal, mais les mensonges tuent l'âme. La fondation que j'ai créée avec l'argent de l'assurance vie est devenue quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais imaginé. La fondation Ernest et pour les victimes de crimes familiaux aide désormais chaque année des dizaines de familles ayant traversé des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats et des enquêteurs privés qui travaillent pour que plus aucune famille ne souffre en silence comme moi j'ai souffert.
Il y a 6 mois, une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Elelane, et elle soupçonnait que son frère avait assassiné sa mère pour l'héritage. Son histoire était douloureusement similaire à la mienne. Des parents avides, des pressions pour vendre des biens, un comportement étrange après le décès. La fondation lui a fourni un enquêteur privé, des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long du processus. Lorsque son frère fut condamné pour meurtre 3 mois plus tard, Elelane vint me serrer dans ses bras, en pleurant. « Madame, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer les miens. Ce sont ces moments qui me rappellent pourquoi toute la douleur que j'ai traversée en valait la peine. Henri est toujours en vie, bien qu'il ne soit plus le même homme que je connaissais. Après le suicide de Charles, son esprit s'est complètement brisé. Les médecins disent qu'il vit dans un état constant de culpabilité et de paranoïa, croyant qu'Ernest vient le visiter chaque nuit pour le réprimander pour le meurtre. Il a tenté de se suicider 3 fois, mais les gardiens de prison le surveillent en permanence. Je reçois parfois des lettres de sa part. Elles sont incohérentes, pleines d'excuses désespérées et de souhaits de pardon. Au début, je les lisais, cherchant une trace de l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour. Mais j'ai compris que lire ces lettres ne faisait que rouvrir des blessures déjà cicatrisées. Aujourd'hui, je les garde dans une boîte à chaussures, sans les ouvrir. Peut-être que je les lirai un jour. Peut-être pas. J'ai le droit de protéger ma tranquillité d'esprit. Jasmine a disparu de la ville immédiatement après le procès. On m'a dit qu'elle avait déménagé en ville et changé de nom. Je ne lui en veux pas. Porter le nom de famille d'un meurtrier ne doit pas être facile. Parfois, je me demande si elle savait ce que Charles préparait, si elle avait été une complice silencieuse du meurtre d'Ernest. Mais ces questions appartiennent au passé, et j'ai appris à vivre dans le présent. La ville de Spring Creek n'oubliera jamais cette affaire. Elle est devenue une légende locale, une histoire que les parents racontent à leurs enfants comme avertissement contre l'avidité et la trahison. Certains me voient comme une héroïne, d'autres comme une femme cruelle qui a envoyé ses propres fils en prison. Peu m'importe ce qu'ils pensent. Je connais la vérité, et la vérité m'a donné la paix dont j'avais besoin. Ma santé reste étonnamment bonne pour mon âge. Le médecin dit que c'est parce que j'ai enfin pu me libérer du stress et de la tristesse que je portais. Le corps guérit quand le cœur trouve la paix, a-t-il expliqué lors de ma dernière visite médicale. Les dimanches matins sont mes préférés. Je coupe des fleurs fraîches dans mon jardin et je me rends au cimetière pour visiter la tombe d'Ernest. Sa pierre tombale porte désormais une inscription que j'ai fait graver après le procès. Ernest est, mari bien-aimé, père trahi, homme honorable. Son amour fut plus fort que sa mort. Je lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Je lui parle de la fondation, des familles que nous avons aidées, des lettres de remerciement que je reçois de ceux qui ont trouvé justice grâce à notre histoire. Je jure que je peux sentir son approbation dans le vent qui fait bouger les feuilles des arbres voisins. Tu sais ce qui est étrange, mon amour ? Lui dis-je lors de ma dernière visite, je ne ressens plus de douleur en pensant à Charles et Henri. Je ne ressens que de la pitié. La pitié parce qu'ils avaient tout l'amour du monde et qu'ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils avaient l'opportunité d'être des hommes honorables comme toi et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, une journaliste de la ville est venue m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux, ces tragédies silencieuses qui se cachent derrière les sourires de Noël. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je voulais dire aux personnes traversant des situations similaires, à ces âmes perdues qui doutent encore de leur propre instinct. La famille n'est pas une excuse pour le crime, ai-je répondu avec cette fermeté que seule la souffrance peut forger. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites est le véritable amour. Si quelqu'un qui dit vous aimer est capable de vous nuire pour de l'argent ou par commodité, cette personne ne vous aime pas vraiment. Elle vous exploite sous couvert de liens du sang. Et il n'est jamais trop tard pour chercher justice, peu importe qui est le coupable, même si c'est votre propre enfant. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort d'Ernest, j'ai organisé une cérémonie spéciale à sa mémoire, transformant notre douleur privée en symbole d'espoir public. Plus de 200 personnes sont venues, voisins qui se souvenaient encore de sa bonté, membres de la fondation que nous avions créée, familles que nous avions aidées dans leur quête de justice, autorités locales qui respectaient notre combat. C'était magnifique de voir comment sa mort, qui avait commencé comme une tragédie sombre, était devenue une force lumineuse pour le bien dans tant de vies brisées.
Steven a prononcé un discours émouvant qui résonnait comme une oraison funèbre pour tous les innocents trahis par leur propre famille. Ernest est mort à cause de la cupidité de ses fils, avait-il dit avec cette gravité qui donne aux mots leur poids de vérité. Mais son héritage vit dans chaque famille qui trouve justice grâce au courage inébranlable de sa femme. Le mal a essayé de détruire son histoire, mais le bien l'a transformé en espoir pour tous les autres qui refusent de baisser les bras. La nuit, avant d'aller dormir, je sors parfois les vieilles photographies jaunies de Charles et Henri enfants, ces témoins silencieux d'une époque où l'innocence habitait encore leur cœur. Je les vois jouer dans le jardin sous le regard bienveillant d'Ernest, serrer leur père dans leurs bras avec cet amour pur que seuls les enfants connaissent, rire avec moi lors de Noël passés qui semblent aujourd'hui appartenir à une autre vie. Je me permets de pleurer pour ces enfants innocents qui ont existé avant que l'avidité ne les corrompe totalement, avant que l'argent ne transforme leur amour en poison. Mais je ne pleure plus pour les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin avec la froideur de calculateurs. Ils ont préféré l'héritage à l'amour, la richesse à la famille, le crime à l'honnêteté. Chaque larme versée pour eux serait une insulte à la mémoire de leur père. Mon histoire a fini par être plus grande que ma tragédie personnelle. Elle est devenue un symbole universel que la justice est possible, même quand elle vient des sources les plus inattendues, même quand elle naît du ventre de la trahison la plus cruelle. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que le mensonge le mieux orchestré, que le véritable amour est plus fort que la trahison la plus calculée, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, peu importe le prix à payer. Demain, c'est mercredi, et Steven viendra prendre le café comme toujours, apportant dans ma maison cette chaleur familiale authentique que mes propres fils avaient détruite. Je préparerai sa pâtisserie préférée et lui raconterai les lettres de remerciement reçues cette semaine, ces témoignages de gratitude qui donnent un sens à toute cette souffrance. Ensuite, nous travaillerons ensemble dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs pour le printemps, symbole de renaissance et de vie qui continue malgré la mort et la trahison. La vie continue, plus simple mais infiniment plus authentique qu'avant. J'ai appris la leçon la plus cruelle et la plus libératrice qui soit, que la véritable famille ne se définit pas par le sang partagé, mais par les valeurs partagées, le respect mutuel et un amour qui ne se transforme jamais en mal, qui ne calcule jamais son profit. Ernest, où que tu sois dans ce mystère qui suit la mort, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse sacrée que je t'ai faite près de ta tombe ce jour terrible où tout a basculé. J'ai trouvé la vérité enfouie sous les mensonges. J'ai cherché la justice jusqu'au bout du monde et j'ai transformé notre douleur commune en espoir pour tous les autres qui souffrent en silence. Ta mort n'a pas été vaine, mon amour. Elle a allumé une flamme qui ne s'éteindra jamais.